Pour Olivier Feldman, les rues de la Garenne-Colombes ont perdu de leur tranquillité. Il sursaute au moindre bruit, se méfie de chaque personne qu'il croise. Cela fait 15 ans qu'il vit dans cette banlieue parisienne d'ordinaire paisible. Mais fin février, lui et sa famille ont été pris pour cible parce qu'ils sont juifs. Lundi soir, ma fille rentre du lycée. Elle ouvre la porte et elle m'interpelle. Et en fait, on a découvert une croix gammée qui se trouvait juste en dessous de la mezouza. Sous la mezouza, ce petit bout de parchemin censé protéger les foyers des juifs, le signe nazi. La croix gammée est à l'envers, mais pour Olivier Feldman, elle a quand même l'effet d'un coup de poing. Ça m'a glacé le sang, tout de suite. Glacé le sang et puis tout de suite un sentiment de colère. On s'est pris une énorme claque dans la figure et ça m'a mis KO pendant une bonne heure, le temps de réagir, voilà, le temps de se dire qu'est-ce qui se passe. Olivier Feldman appelle la police, qui vient très vite relever les empreintes. 2 jours plus tard, c'est sa fille de 16 ans qui est cette fois visée. Elle reçoit une lettre anonyme dont les propos terrifient toute la famille. T'es juif, t'es une sous-race de merde qui sert juste à piller la France, notre France, pas la tienne. Il faut comprendre aussi, 1939 est pas fini. Hitler est pas mort. Il vit dans nos cœurs et toi t'es juste destiné à être comme tes putains d'ancêtres, gazer, mourir sous les coups des puissants, c'est ta destinée. Ce soir on ira prier à ta mort. C'est signé d'une croix gammée et marqué Vive Hitler. Leur fille est menacée de mort. La famille est effondrée. À peine elle pose le papier sur la table, elle fond en sanglots parce qu'elle comprend pas. Et ça fait mal parce que moi, dans mon enfance, j'ai été bercé par ces mots-là. C'est des mots que j'ai entendus raconter par mes grands-parents qui ont vécu la Shoah et qui ont vécu ça. On a l'impression d'entendre ce qui s'est passé il y a 70 ans et de se dire c'est quand que ça va finir. Qui a pu écrire ces mots? La première phrase donne peut-être un indice. Alors, on envoie ses parents appeler les keufs quand on dessine la vérité sur les portes? Le ou les auteurs savent donc qu'Olivier Feldman a porté plainte pour la croix gammée. Serait-ce un habitant de l'immeuble? Une connaissance? Pour arriver jusqu'à la porte de l'appartement, il faut 2 codes d'entrée. Ça me fait peur parce que si en effet c'est un voisin ou une connaissance, est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre à côté de cette personne-là? Est-ce que je vais pouvoir continuer à croiser son regard? Je pense pas, non. Olivier Feldman ne soupçonne personne en particulier. C'est la première fois qu'il est menacé parce qu'il est juif. Monsieur Feldman, bonjour. Nicolas Salomon. Merci. Enchanté. Ce jour-là, il rencontre son avocat. Légèrement à droite. Vous avez des suspicions? Aucune. 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 La lettre, elle est nominative. Ouais. C'est contre votre fille. Dans son entourage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à l'école? Elle est lycéenne, ouais. Lycéenne. Ouais. Elle est dans une école laïque depuis le début. Elle fréquente des juifs, des musulmans, des catholiques. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. La police a pris l'affaire très au sérieux. L'enquête est en cours. Mais selon l'avocat, dans ce genre de dossier, il est rare de retrouver les coupables. Le problème, c'est que si l'auteur de cette lettre n'est jamais passé entre les mains de la police, s'il n'a jamais fait de garde à vue, si on n'a pas d'abord prélevé son ADN ou ses traces papillaires, on ne découvrira pas qui il est, sauf s'il passe dans 6 mois, 12 mois, 3 ans entre les mains de la police et qu'à ce moment-là, il y aura un recoupement. Olivier Feldman ne saura peut-être jamais qui menace sa famille. Au même moment, au mois de février, une série d'actes antisémites a agité le pays.
Des croix gammées sont taguées sur le portrait de Simone Veil. En Alsace, 80 tombes sont profanées au cimetière juif de Quatzenheim. À Paris, Alain Finkielkraut est insulté et menacé par des gilets jaunes. Depuis le début des années 2000, il y a en moyenne 500 actes anti-juifs par an. Pourquoi une telle violence ? Y a-t-il une banalisation des propos haineux, des clichés ? Comment les victimes vivent-elles cet antisémitisme ordinaire ? L'antisémitisme commence parfois par une très mauvaise blague. Des mots prononcés au nom de l'humour qui peuvent être dévastateurs. Rose dit avoir été harcelée pendant 1 an à l'université. Encore fragile, elle ne montrera pas son visage. À la rentrée 2017, elle est en 2e année de médecine à la faculté de Bobigny. Elle se fait rapidement un nouveau groupe d'amis. Au sein de ce groupe d'amis régnait un humour noir. On parlait avec des blagues sur les Portugais, les Noirs, les musulmans, les homosexuels, les Juifs, les migrants. Et en fait, rapidement, les Juifs ont été beaucoup plus ciblés parce que je répondais, disons, par le négatif à leur humour. C'est surtout sur les réseaux sociaux, dans des discussions privées dont elle fait partie, que ses amis s'expriment. Donc ça, par exemple, c'est la conversation où on organisait un cadeau commun et on lit « est un juif, il veut revenir mais ne payera rien. J'ai pas compris pourquoi t'as autant de méchanceté gratuite. T'es pas juif pourtant. Méchanceté gratuite, juif, mais rien n'est gratuit chez les juifs. » Selon Rose, au fil des mois, les clichés antisémites deviennent pour certains une obsession, jusqu'à établir un classement des bons et des mauvais juifs. Et après, il y en a un qui propose de nous classer. Donc il écrit « Venez, on les classe par niveau. » Alors Rose, juif de niveau 75, prestige 4, prête à tout pour la communauté. Juif de niveau 31, impliqué, mais capacité à traîner avec des non-juifs. Et enfin, on répond « Nouvelle recrue, prêt à trahir son camp à tout moment. » Moi, ça me fait largement penser à ce qui se passait sous l'Allemagne nazie lorsqu'on répertoriait les juifs avec des noms, avec leurs différentes pratiques, et qu'après, on les a envoyés dans les camps parce qu'on avait des listes de juifs. Là, ils sont en train de faire une liste de juifs. Dès les premières blagues, Rose aurait menacé de partir du groupe. Comment ils réagissent quand vous dites stop ? Très mal. C'est moi qui n'ai pas d'humour, c'est moi qui n'ai pas de second degré. Je n'ai pas d'ironie, je suis pas drôle. C'est toujours ce qui m'est reproché. On me dit, mais t'es dans l'excès, quoi. T'en fais vraiment une montagne pour pas grand-chose. Un jour de mai, Rose dit avoir été accueillie par un salut nazi, par l'une de ses camarades. Elle quitte les conversations et prend ses distances. Mais quelques mois plus tard, elle découvre que les blagues ont pris une tournure encore plus inquiétante. On en arrive à cette conversation, l'organisation du week-end d'intégration 2019. Un des étudiants propose un thème sur les juifs vs les nazis. Et après, on surenchérit, je suis Hitler, c'est réservé. Je suis Hitler, c'est réservé. Je suis Hitler, c'est réservé. Son rôle dans le week-end d'intégration, c'était d'intégrer Hitler. Et là, on a un photomontage. C'est censé être l'affiche représentant le week-end d'intégration 2019 avec la présidente du week-end d'intégration qui est grimée en soldat nazi et la photo d'un étudiant juif brûlant dans des flammes. Je comprends pas comment on peut rire de 6 millions de juifs assassinés. Je comprends pas comment on peut nous classer comme des animaux. C'est pas possible. On fait pas ça en 2019 dans une faculté de médecine. On vient tous de milieux plutôt favorisés, donc on n'est pas dans l'ignorance. Et donc à aucun moment, j'estime que ça peut être une forme d'humour. Cette fois-ci, en octobre dernier, Rose décide de porter plainte contre 8 de ses camarades, dont un étudiant juif qui aurait lui aussi réalisé des photomontages antisémites. Accompagnée de sa mère, elle raconte tout à la police.
Rose a brisé la loi du silence. Et selon elle, elle va en payer le prix. Petit à petit, les étudiants ne m'adressent plus la parole, donc je suis traitée de traître. Devant les amphithéâtres, on me nomme le cancer des promotions. On ne m'adresse plus la parole, on m'insulte à voix basse, mais de manière assez audible pour que je puisse l'entendre. On me pointe du doigt, je suis toute seule, j'ai plus d'amis. Donc je suis pratiquement réduite à l'état de cadavre social. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. La jeune femme n'endort plus. Elle continue d'aller en cours, mais la boule au ventre. À partir de la plainte, j'ai accompagné ma fille tous les matins et je suis revenue la chercher à toutes les sorties. Je rentrais ma voiture à l'intérieur de la fac. J'avais peur pour sa sécurité. Je restais jusqu'à temps qu'elle soit rentrée dans l'amphithéâtre avec le professeur. Au bout d'un mois, Rose craque et change d'université. Les 8 étudiants contre lesquels elle a porté plainte sont toujours là. Au mois de janvier, ils sont passés devant un conseil de discipline composé de professeurs et d'étudiants. Seul l'un d'entre eux a été exclu pour 2 mois fermes. Les 7 autres ont bénéficié d'un non-lieu de la part de l'université. Nous avons tenté de joindre ces étudiants. Au téléphone, l'un d'eux réfute les accusations d'antisémitisme, affirme que leurs écrits ont été sortis de leur contexte. Ils parlent d'une vengeance, sans en dire plus. Le président de l'université, Jean-Pierre Astruc, ne faisait pas partie de la commission disciplinaire. Mais il en justifie la décision. Si les personnes à l'unanimité ont voté des non-lieux, c'est qu'ils ont pensé que les propos, c'était des propos de bande de jeunes, dans des moments, pas obligatoirement lucides, et qui ont déliré sur tout. Alors, délirer, moi, je vais reprendre quand même des propos. Rien n'est gratuit chez les Juifs. Antisémite, bienvenue. Il brûle wesh, ce sale juif. Ça, c'est pas de l'antisémitisme ? Ces propos-là sont totalement, si vous préférez, pris dans le contexte, et vous avez entièrement raison, c'est de l'antisémitisme. Mais il faut mettre ça dans le contexte global de cette bande de jeunes qui, pour se faire valoir, en rajoutaient à tous les niveaux. Et au niveau racisme, antisémitisme, sexiste, etc., etc. D'accord, donc c'est encore pire. Ils ne sont pas seulement antisémites, ils sont aussi racistes, homophobes. Ils sont tous, mais oui, la bande des 9 sont, dans leurs propos, quand ils se lâchent, ils n'ont pas pris conscience des horreurs qu'ils écrivaient. Et à tous les niveaux. C'est condamnable. C'est pas possible que les jeunes comprennent pas que les écrits de ce type-là, ce sont des écrits insoutenables. C'est pas possible que des gens qui vont être des futurs médecins puissent écrire ce genre de trucs. D'accord, donc c'est pas possible, mais on ne prend pas de sanctions. Mais que voulez-vous que je vous dise ? C'est pas qu'on ne prend pas de sanctions. Il y a une commission qui a jugé qu'il n'y avait pas de sanctions à prendre. C'est comme ça. Selon le président, l'université n'a pas pris de sanctions car les propos ont été tenus sur des messages privés. Si vous me faites, chez vous, vous faites des propos racistes, je ne peux pas vous condamner. Même si vous êtes étudiante chez moi. Si vous préférez, il y aurait eu le 10e, le 100e de ces propos en public, la sanction a été forte. Sur le plan judiciaire, la plainte de Rose a d'abord été classée. Elle s'est constituée partie civile pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte. Le harcèlement en ligne, avec la circonstance aggravante de l'antisémitisme, est un délit passible de prison. Les actes antisémites ont été multipliés par 5 au début des années 2000 et ne baissent pas depuis. Pour y faire face, une quarantaine d'avocats, tous juifs, ont créé il y a 5 ans l'OJE, l'Organisation juive européenne. On a un ordre du jour qui est chargé ce soir. Une fois par mois, ils se réunissent pour se répartir les dossiers d'antisémitisme. On a la nouvelle profanation là, de ce cimetière Quatenzheim et le cimetière de Champagne au Mont d'Or. On en est où exactement ? Il y avait une plainte qui devait être rédigée. Oui, elle est quasiment finalisée. Profanation, croix gammée, agression. Ils traitent environ 80 affaires par mois, tous bénévolement.
Un engagement militant face à une situation devenue pour eux insoutenable. Je veux que mes enfants puissent marcher dans la rue avec la tête haute. Je veux que mes parents, mes grands-parents, les âgés, les plus jeunes, que tout le monde puisse marcher en ayant une sensation de liberté à laquelle on a droit et à laquelle on aspire tous et que nous n'avons plus. Les avocats traquent les messages de haine, en particulier sur Internet. Et on va sur le diplôme du plus gros sale rat juif que tu peux télécharger, que tu peux imprimer, que tu peux offrir. Anthony, tu peux regarder le nombre de vues, voir si c'est un site qui est fréquenté, voir un petit peu ce que ça draine, si on a des commentaires antisémites derrière. Nous sommes convaincus, nous ici à l'OJE, qu'en fait ces infractions de haine verbale, elles ont ensuite une traduction dans les passages à l'acte. Alors, quand on est derrière son ordi chez soi le soir, c'est facile d'envoyer un message. Mais quand on lit les autres messages et qu'on est invité par les autres à cette haine, à cette escalade de la violence antisémite, eh bien le lendemain, sur des esprits un peu plus faibles, un peu moins bien construits, un peu moins structurés peut-être, il va y avoir certains passages à l'acte. Selon ces avocats, la banalisation des propos antisémites peut déclencher des violences physiques. C'est ce qui serait arrivé à un couple de retraités dans cette banlieue pavillonnaire de Seine-Saint-Denis. Un vieux cliché sur les Juifs et l'argent aurait dégénéré en agression. Mireille et Roger Pinto en sont convaincus. C'est parce qu'ils sont juifs, connus dans leur ville, qu'ils ont été séquestrés et cambriolés par 3 hommes en septembre 2017. Ils ont scié le barreau, ici. Il a cassé la fenêtre et passé par là. Ils sont allés au garage et ils ont éteint le compteur. Ils ont coupé l'électricité. Ils ont coupé l'électricité. Une fois à l'intérieur, les 3 hommes s'en prennent d'abord au fils, David. Puis l'un d'entre eux attaque Mireille. Il m'a attrapé par là, il m'a serré fortement et comme je criais, je me débattais, il m'a jeté par terre. Ici, là, voilà, exactement. Ça va être dans ce sens. Et mon mari a entendu des cris, il est descendu. Il n'a pas eu le temps de franchir le seuil de la porte. Tout de suite, le deuxième lui est tombé dessus, l'a jeté par terre et à coups de poing sur la tête, il est monté sur lui, le tabassé. Et je me suis levé complètement massacré, parce qu'il a tenu à me mettre hors d'état de service. Il était caché, là. Je ne savais pas, bien entendu. D'autant plus qu'un avait un couteau qu'il mettait dans la gorge de mon mari. Si je bougeais, il suffisait qu'il appuie pour me toucher le cerveau. Ils conduisent ensuite la famille Pinto à l'étage et leur ligotent les poignets. C'est à ce moment-là que Mireille et Roger comprennent qu'ils seraient pris pour cible parce que juifs. Il a dit, vous êtes juif, vous êtes riche, vous avez de l'argent, alors maintenant, vous allez nous donner l'argent, les bijoux, le coffre. Alors nous, on a dit, on n'a pas de coffre. On n'a pas de coffre. Si vous êtes riche, vous êtes juif, vous devez avoir un coffre. Les cambrioleurs mettent la maison sans dessus-dessous. Au bout de 2 heures, ils prennent la fuite avec des bijoux, des montres et plusieurs cartes bleues. 1 an et demi après les faits, la famille Pinto est encore sous le choc. Au début, j'avais des cauchemars, je les voyais sans cesse, je les voyais arriver, je criais, je poussais des cris dans la nuit. Et donc, à l'heure actuelle, encore, 1 an et demi après, je ne me supporte plus ici. Mireille et Roger Pinto ont mis leur maison en vente. Ils ne peuvent plus vivre au milieu de leurs cauchemars. Pour tourner la page, il reste encore l'étape de la justice. Ce jour-là, ils vont revoir leurs agresseurs présumés pour la première fois. Ils sont convoqués au tribunal de Bobigny pour une confrontation. Je pense que c'est un moment très, très, très dur et tout ressurgit de toute façon. 2 des agresseurs présumés nient les faits. Le 3e reconnaît le vol et la séquestration, mais pas les propos antisémites. Derrière cette porte, c'est parole contre parole.
Le face-à-face va durer 4 heures. Je sors quand même, si vous voulez, avec un sentiment, enfin peut-être la vérité va éclater, on va reconnaître ce qu'ils nous ont fait. Pour les avocats, reconnaître le caractère antisémite de cette agression est essentiel pour faire évoluer les mentalités. Il faut bien que vous compreniez que dans cette affaire, nous ne sommes pas sur un antisémitisme intellectuel. On n'est pas sur de la haine du juif pour le juif. On est sur de la bêtise de l'antisémitisme crasse, de gens qui considèrent que le juif, c'est celui qui a de l'argent. Mais cet antisémitisme-là, en France, il a déjà tué par le passé. Il va continuer à tuer et on a besoin de faire un travail pédagogique. Mireille et Roger Pinto sauront dans quelques semaines s'ils ont obtenu gain de cause. Comment sortir de la banalisation des propos antisémites? Comment déconstruire ces préjugés? Pour Jocelyn et Florène, le travail pédagogique commence à l'école. Tous deux font partie de l'association Coexister, qui fait de la sensibilisation auprès des jeunes. Ce jour-là, ils rencontrent des élèves de 3e dans un établissement privé de Seine-Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes réveillés? Bof, ouais. Ok. Bon. Je vais vous distribuer un petit papier. Vous allez avoir un papier chacun. Là, on se prend 5 bonnes minutes pour le faire, ça vous va? Les élèves vont remplir un questionnaire. Ils doivent écrire ce qu'ils associent aux 3 grandes religions. Le but, faire ressortir les clichés. Les réponses sont ensuite projetées au tableau. Dans la colonne juif, on lit « Israël qui oppresse la Palestine »,« Hitler »,« Déportation »,« Shoah ». Et comme à chaque intervention de l'association, le mot « argent ». Pour déconstruire ce préjugé, les élèves vont discuter de son origine. Il y a ce mot qui est ressorti, qui voudrait réagir sur ça. Oui. Je pense qu'on ne peut pas définir la richesse de quelqu'un par rapport à sa religion. Est-ce que vous arrivez à savoir d'où ça vient que je fais une blague sur ça Ouais. J'avais déjà vu dans un documentaire qu'à l'époque, les Juifs, c'était souvent des commerçants et qui vendaient par exemple des toiles ou des choses comme ça aux nobles. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, les gens disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Du coup, c'est lié à l'histoire. C'est lié à ça, voilà. Ok, ouais, c'est une très bonne remarque. Ça, je crois que c'est plutôt... on avait interdit aux Juifs certains métiers. Et du coup, la plupart des Juifs faisaient des métiers en rapport avec l'argent. Et du coup, c'est resté comme stéréotype, comme quoi les Juifs avaient un rapport avec l'argent assez, puissant. Je sais pas si c'est le bon mot. Vous soulevez tous les deux des points très intéressants. Là où c'est apparu vraiment au début, c'est au Moyen-Âge. Et en effet, on a interdit les Juifs de pratiquer certains métiers. Et on a surtout interdit aux chrétiens à ce moment-là de pratiquer le prêt d'argent à court terme, en fait. Au final, pourquoi on vous dit ça aussi? C'est parce qu'on a tous une responsabilité collective là-dedans. C'est pas aux Juifs de déconstruire le préjugé de l'argent, c'est à vous de dire, en fait, tu sais que ça vient du Moyen-Âge, ce que tu dis, donc en fait, ta blague, elle est hyper ringarde et il faudrait peut-être évoluer avec ton temps. C'est aussi pour ça qu'on fait ces interventions en milieu scolaire, pour que vous ayez les clés après, pour empêcher que des préjugés sincères dans la société perdurent et que ça donne lieu à des actes terribles, en fait. L'association a déjà rencontré 130 000 élèves. Rose, la jeune étudiante en médecine, a décidé elle aussi de s'engager à sa manière contre l'antisémitisme. La veille, elle a visité le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne avec Élie Buzyn, un rescapé de la Shoah qu'elle voit régulièrement depuis ses problèmes à l'université. Comment t'as trouvé le voyage du Yen, ça va? Je trouvais ça très dur. Dur? C'était dur d'imaginer l'inimaginable. C'était très émouvant de fermer les yeux, d'adopter une minute de silence, etc. Même le chant des oiseaux
Et le bruit du vent, ça suffit pas à atténuer cette espèce de silence de mort qui règne à Auschwitz. Depuis ce voyage, Rose est encore plus déterminée à se battre. Je le fais pour les générations à venir, pour qu'elles n'aient pas à vivre la même chose que moi. Je le fais également pour nos ancêtres, pour que plus jamais leurs petits-enfants, leurs enfants ne subissent la même chose qu'eux. Donc j'applique mon devoir de mémoire et j'essaye d'être le témoin de témoins. Rose veut transmettre l'histoire des Libuzzins. À l'heure où les rescapés de la Shoah vieillissent et disparaissent. Pour que leurs paroles ne soient pas oubliées.